Je me souviens pas quand est-ce que c'est la première fois que j'ai vu une sale histoire, mais je suis certain que je l'ai vu avant La Maman la Putain, parce que La Maman la Putain, sauf à la Cinémathèque, c'est un film qui est très difficile à voir à cause de questions de droit, d'héritage, et effectivement tout le monde attend désespérément la sortie en DVD, Blu-ray ou la ressortie en salle. Et apparemment il y a une diffusion il n'y a pas si longtemps à la télé au moment de la mort de Bernadette Lafont. Mais les seules copies que tu trouves, c'est des copies enregistrées à la télé, reportées par des amis, c'est des copies de copies de copies. Et ce qui est bizarre, c'est pour tellement de réalisateurs, La Maman de la Putain, c'est le plus grand film français des années 70. Et, euh, et voilà, presque le plus invisible de cette période-là. J'ai vu donc en projo La Maman de la Putain après Une sale histoire. Et je sais que d'une sale histoire, j'avais pas très bien compris pourquoi le film était en deux parties, pourquoi bien une fiction et une partie documentaire. Ça prouvait que la partie documentaire soit une partie documentaire, parce qu'il a juste marqué, c'est une histoire racontée par Jean-Noël Pic, et probablement il a pompé ça sur d'autres gens, et en tout cas, à cause de sa gouaille très naturelle, on a l'impression que tout ce qu'il raconte est vrai, mais voilà, rien ne prouve que ce soit vrai, peut-être c'est totalement écrit. Et en tout cas, le film, la première impression qui m'avait donnée, c'est surtout que c'était très crade, un peu comme comme le magazine Akiri que j'aimais tellement de cette période-là. Et j'avais pas encore vu de La Maman la Putain, donc je connaissais pas les dialogues aussi crades, en partie crades de La Maman la Putain, mais il y a un côté très rentre dedans, où effectivement les hommes sont réduits à des couilles qui courent derrière leur bite, et les femmes je sais pas, sont des vagins qui se cachent et qui se mettent du parfum et du maquillage dessus. Et du coup, tu dis effectivement, c'était un état d'esprit où des choses que les gens pouvaient dire avant que progressivement il y a un consensus mou qui se met, où il ne faut pas blesser, il ne faut pas dire des choses ni contre les minorités, ni contre les régions, ni contre les races, ni contre les sexes. Effectivement, même si Eustache ne faisait pas partie des hippies, même s'il ne se considérait pas gauchiste, il véhicule une liberté d'expression incroyable qui correspond à cette époque-là, les années 70, 80. Et peut-être qu'il avait trouvé on s'est ami Jean-Noël Pic l'a rencontré en 66, le meilleur acolyte, parce que l'autre il avait encore plus de verbes que lui, c'est un grand orateur, un grand embouilleur. Je suis sûr qu'ils ont dû faire les 400 coups ensemble. Eustache certainement était plus prolo que l'autre, mais il devait aller dans tous les bars, restaurants bourgeois, brancher des belles femmes, se raconter les histoires, etc. Apparemment il y en a un troisième qui s'appelle Jean-Jacques Schultz, qui est écrivain, effectivement, ça doit être les trois pieds nickelés, voilà, qui en plus se foutaient de la gueule tout le temps des gauchistes et autres. De ses premiers courts-métrages, c'était plus ou moins des histoires autobiographiques. Il avait fait un documentaire sur sa grand-mère, qui est la personne qu'il avait, lui, le plus aimé de sa vie, et qu'il avait perdu pendant le tournage de Mes Petites Amoureuses. Et après, effectivement, il avait fait encore d'autres documentaires. Et bizarrement, son long métrage de fiction le plus connu, qui est Quel moment la putain, est totalement autobiographique. Il avait recopié mot par mot les dialogues de ce qu'il vivait lui avec sa femme et sa maîtresse de l'époque. Ils avaient essayé de faire un peu un truc qui avait capoté comme dans le film. Et après, il avait même intégré les acteurs quand il a voulu reproduire sa propre vie dans le décor même où la situation s'était passée. Sa femme, qui est jouée par Bernadette Lafont, était la styliste, et les dialogues de Jean-Pierre Léaud étaient exactement ces dialogues. Et du coup, effectivement, il a voulu faire un documentaire a posteriori. Mais bon, pour revenir à Une sale histoire, il fait ce film qui est comme une réponse à La Maman la Putain, aussi parce que tu as l'impression que t'as la clé du secret de La Maman la Putain. Qu'est-ce que t'es La Maman la Putain? C'était la reproduction de la réalité a posteriori, avec d'autres visages. Et du coup, là, peu importe que le document initial qu'il a filmé avec Jean-Noël Pic soit une histoire vraie, semi-vraie, totalement inventée, ou l'histoire de quelqu'un d'autre qui le raconte à la première personne, Jean-Noël Pic, on voyait déjà dans une petite séquence de La Maman la Putain, a une gouaille incroyable. À un moment, il dit oui, quand je regardais la chatte des femmes par le petit trou des toilettes, je ne bandais pas, je mouillais. Mais tu vois que pendant toute la durée de ce bloc de 20 minutes où il raconte l'histoire,
tu sens qu'il mouille, et même il a des gestes totalement obscènes avec son doigt pendant qu'il boit le verre de whisky. Et c'est très rigolo de voir quelqu'un comme ça provoquer des belles filles. Je sais pas, il y avait Virginie Thévenet qui est magnifique, qui devait être toute jeune. Je sais pas, je suppose que ça devait être les 4 maîtresses de l'époque de stage qu'il a plantées les unes après les autres. Ou peut-être il y en a une qui sortait avec Jean-Noël Pic, je sais pas, mais c'est l'impression qu'on a en voyant ça. Et tu sens aussi qu'à part Françoise Lebrun, qui est réservée, qui est une spectatrice, à qui on ne la fait pas parce qu'elle connaît le monstre ou les deux monstres par cœur, que celui qui est derrière la caméra et qu'on va aussi brièvement de côté, donc Jean Lestage et Jean Pic, elle n'intervient pas trop. Et les 3 autres femmes, tu as l'impression qu'elles veulent exister en faisant des réflexions, mais qui sont totalement à côté de la plaque. Du style oui, etc. Comme s'il avait besoin de dire quelque chose. Mais le résultat, c'est que du coup, ce film-là aurait pu être un court-métrage magnifique par lui tout seul, mais c'est comme un document. Vrai ou faux, dans le fait que je crois que Jean-Noël Pic, et si j'avais prononcé sur si oui ou non c'était une histoire vraie. Ça s'appelle pas une histoire vraie, ça s'appelle une sale histoire, ça pourrait s'appeler une sale blague. Mais le truc, on peut y croire dur comme fer. Tu ne crois pas par contre à la situation où ce mec-là est tranquille devant des filles, parce que les filles ont l'air superposées dans le cadre. C'est vraiment comme un acte délibéré de raconter ces histoires devant des filles, et on veut filmer leur tête. Et l'autre, il a dû s'entraîner certainement toute la journée, il a dû picoler beaucoup de whisky avant, et Jean Eustache aussi, pour déclencher des réactions un peu choquées ou timorées des femmes, et elles savent qu'elles sont filmées, donc elles se retiennent d'avoir des réactions naturelles. Mais et ce qui est très drôle, c'est que d'avoir couplé ce film avec un remake de ce film immédiatement après, où tu vois que Michel Lonsdal refait ce document ou faux document à l'identique, il apprend son cœur sur la tête, il a dû faire du théâtre parce que t'as l'impression qu'il fait les tirades par cœur à la virgule près, comme un vrai acteur professionnel avec une capacité de mémoire incroyable. Et c'est peut-être ce aussi que Stache attendait de ses comédiens pendant L'Amant la putain, c'est qu'il répète à l'identique ce qu'il avait enregistré ou réécrit de la vraie vie entre lui et sa femme et sa maîtresse. Et du coup, là, tu dis, voilà, effectivement, Lonsdal, il est parfait. Il répète à l'identique l'impro de Jean-Noël Pic, mais il n'a pas le charisme. Il n'a pas la nervosité, il n'a pas les yeux qui brillent, il n'a pas la drôlerie, il n'a pas les dons comme ça un peu concassés de Jean-Noël Pic. Et du coup, tu as l'impression tout d'un coup dans un film bourgeois, parisien, et même dans la deuxième partie, il y a une intro qui n'est pas dans la partie avec Jean-Noël Pic. L'intro, c'est un assistant réalisateur qui vient voir un réalisateur qui est donc l'alter ego de Jean Lestage, mais qui est beaucoup plus gros, beaucoup plus vieux, mais un peu avec la même chevelure, c'est Jean Douchet. Effectivement, c'est bizarre, autant Eustache, il est très beau, autant l'autre ne l'est pas. Je ne veux pas dire du mal mais tu sais pas, il y a un truc qui tu dis c'est pas la même personne, et ils n'ont pas le même âge, ils n'ont pas la même base. Et c'est vrai qu'aussi Eustache que tu vois dans la partie avec Jean-Noël Pic, il se ressemble beaucoup, sauf que l'autre il est un peu plus ravagé, le plus bourgeois, le plus ravagé, et bizarrement le plus prolo, il est plus lisse, il est angélical. Et dans la deuxième partie, tu vois bien que Michel Lonsdal qui répète les trucs que l'autre il a dit, il fume des cigarettes mais il ne boit pas d'alcool, et déjà le fait de ne pas boire d'alcool, il a moins de grâce. Et l'alcool des fois, à moins d'être trop bourré, ça peut rendre gracieux, ça rend le casse. Il fait super bien son travail, mais il n'y a pas l'énergie. Et il y a un autre détail qui est intéressant dans cette deuxième partie. Il y a l'apparition de l'assistant réalisateur pendant le récit. Il intervient. Et après, du coup, j'ai revérifié la première partie. Et il n'y a pas d'homme qui intervient pendant tout le film. Il y a juste Jean Eustache, Jean-Noël Pic et les 4 femmes posées devant. Ils les arrivent pas, ils sont déjà posés devant dès le début. Et certainement que quand ils ont fait le relevé des dialogues, l'assistant réalisateur à un moment est intervenu, mais qu'il pensait que c'était moins, que ça cassait la dramaturgie s'il y avait un spectateur autre
que juste Jean Eustache. Et les 4 femmes, du coup, il a dû le couper dans la première partie pour que ce soit plus concentré. Mais dans l'autre, c'est comme s'il racontait le secret du tournage. Il y a cet homme, je ne sais pas s'il est censé représenter Bertrand Effanter, qui était son assistant réalisateur, ou quelqu'un d'autre, mais un beau gosse, mannequin, je ne sais pas trop, qui intervient. Et tu vois là, à part ça, c'est le même texte, mais dans l'un, il y a une énergie folle, dans l'autre, l'énergie n'y est pas. Et c'est peut-être effectivement tout un discours aussi sur le cinéma ou l'impossibilité de reproduire la réalité autrement qu'en la filmant directement. Et sur la deuxième partie de sa carrière, après La maman la putain et Mes petites amoureuses, il a beaucoup ramé et je sais pas comment il vivait. Apparemment, il a toujours eu le même appartement rue Nollet dans lequel il s'est suicidé à la fin de sa vie. Et je crois qu'à la fin de sa vie aussi, il se disputait un peu avec tout le monde. Il s'était cassé la jambe, donc il avait du mal à monter, à descendre. Il vidait les bouteilles de whisky. Et il semblerait aussi qu'à cette époque-là, dans ces milieux-là, il y avait pas mal d'amphétamines qui circulaient. Peut-être que l'amphétamine, l'alcool, etc., ça crée aussi des troubles relationnels. Et voilà, sur la deuxième partie de sa vie, il a pu faire quelques œuvres courtes qui sont très personnelles et beaucoup plus expérimentales que ce qu'il avait fait au début. Et je pense que voilà, c'est bien de voir une seule histoire, le diptyque Une seule histoire, après avoir vu La maman de la putain. Mais c'est bien aussi de voir tous les films expérimentaux ou autres qu'il a fait derrière, dont un avec aussi Jean-Noël Pic qui improvise sur des images du Jardin des délices de Jérôme Bosch. Il en a fait un autre très étrange qui s'appelle Les photos d'Alix, sur une fille qui commande ses propres photos. Et le dernier, ce qui s'appelle Offre d'emploi, c'est un truc qu'il avait fait pour l'INA, où c'est un homme qui va se présenter, qui cherche du travail comme un NPE, et qui essaye de se vendre. Et finalement, ils lui font faire un test graphologique, et le texte graphologique dit quelque chose, mais on explique que finalement c'est le timbre de voix qui dit tout. Et c'est vrai que finir avec une dernière œuvre, quelque chose qui dit le timbre de la voix véhicule tout, ça veut dire que ça parle de l'impossibilité aussi de reprendre le texte de quelqu'un d'autre et de redire le texte. C'est l'énergie qui véhicule les 3/4 de l'information, pas le texte en lui-même.